Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de Third Bridge. Avant même que je me lance dans la description de l'épisode qui va suivre aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le podcast est une initiative de Third Bridge. Third Bridge en est une agence de développement d'applications web et mobiles et de solutions logicielles sur mesure basée à Montréal. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est la base. Là où est-ce qu'on est vraiment capable de se différencier, c'est en livrant des produits logiciels qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Simon Debain, qui est le CEO de Workleap. On était vraiment contents, moi et Pierre-Étienne, de s'entretenir avec Simon parce que si vous avez écouté les épisodes de l'Update dans le passé, on parle souvent des produits Workleap, entre autres Office Vibe. On est des grands fans, donc c'est vraiment un honneur pour nous de s'entretenir avec lui. On a parlé de la croissance de Workleap, on a parlé de sa croissance, lui en tant que PDG, mais on a surtout parlé de qu'est-ce qui fait d'un produit logiciel un bon produit qui est performant, puis comment on peut leverage ce produit-là pour performer, se démarquer et croître. Donc, sans vous en dire plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Simon, bienvenue à l'Update. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le CEO de Workleap, une compagnie qui n'a plus nécessairement besoin d'introduction parce qu'avec la grande croissance que vous avez connue dans les dernières années, tout le monde sait vous êtes qui maintenant, surtout les auditeurs de l'Update, parce que je pense que depuis qu'on a commencé le podcast, on a dû name drop Workleap, GSoft à chaque épisode. On est des grands fans, surtout d'Office Vibe. Ouais. Fait qu'on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Plaisir. Fait que même si tu n'as plus nécessairement besoin d'introduction, je vais quand même te laisser, toi, te présenter puis présenter un peu ce que fait Workleap. Ouais, mais tu dis qu'on n'a plus vraiment besoin d'introduction, mais on a quand même changé le nom de la compagnie. Aujourd'hui, on s'appelle Workleap. On s'appelait GSoft avant. Et des fois, les gens ne savent pas encore. Fait que c'est un changement de brand comme ça, c'est quand même un gros statement. On en parlera un peu plus tard. Fait que je suis qui? Je m'appelle Simon Debain. J'ai 38 ans. J'ai cofondé Workleap. Initialement, c'était GSoft en 2006 avec mes amis quand on avait 20 ans. On était des jeunes kids qui s'ennuyaient, s'emmerdaient à l'école. Et on avait envie de faire de quoi de notre vie. On avait envie de se lancer dans un projet. Puis, du haut de nos 20 ans, ben, on avait l'impression qu'il manquait un peu de fraîcheur dans le monde des techs au Québec. Et ça a été le début de l'aventure de GSoft, qui aujourd'hui est Workleap. On s'est toujours intéressé au monde du travail. Ça, c'est... la manière moins sexy de l'appeler, c'est le B2B. La manière plus précise dans notre cas, c'est tout ce qui est monde du travail, le futur du travail, comment on travaille ensemble au quotidien pour créer de la valeur, que ce soit faire des produits, livrer des services. Et ça s'est matérialisé de différentes façons au fil des années. On a commencé comme entreprise de service. Donc, les clients nous appelaient. Et ils nous proposaient des idées, des choses qu'ils avaient envie de bâtir. Puis nous, on avait la connaissance technique pour créer des logiciels pour eux. Puis avec le temps, on s'est lancé dans les produits. Donc, on a développé... aujourd'hui, on est rendu avec plusieurs produits. On a commencé avec ShareGate, qui est une solution technologique qui aide les organisations à faire le passage vers le cloud. L'infonuagique de Microsoft. On a, au fil des années, déplacé des milliers d'organisations vers ces nouveaux outils de travail. Quelques années plus tard, on a développé Office Vibe, qui est une solution qui est beaucoup plus dans les mains des utilisateurs, de tous les employés dans une organisation. Donc, c'est un produit qui a tendance à être un peu plus connu. Et ça, c'est parti de notre désir de partager la culture qu'on avait dans nos bureaux. On a toujours été très fiers de comment on travaille ensemble. Puis Office Vibe, c'était comme une manière pour nous de le partager à travers un produit. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on a développé différentes solutions autour de l'onboarding des employés, autour du développement des compétences,
On a fait l'acquisition d'une plateforme LMS de gestion de l'apprentissage en entreprise. On a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Pingboard aux États-Unis qui s'est rendue extrêmement populaire avec des organigrammes d'entreprise. Un truc que j'avais complètement sous-estimé dans ma vie. C'est comme ça. Mais tout le monde veut voir l'organigramme de l'entreprise. C'est une manière de comprendre un peu les dynamiques de travail, de retrouver les gens. Vraiment un outil qui a fait beaucoup de chemin. Et on a fait l'acquisition en décembre passé. Fait qu'on on se retrouve aujourd'hui avec Workleap, la plateforme, qui réunit différentes solutions technologiques dans la gestion du talent et dans la gestion des outils de productivité modernes, comme Microsoft 365. Oui. Puis ça ressemble à quoi un peu l'inventaire peut-être juste en chiffres? Combien de produits est-ce que vous avez chez Workleap? On a ShareGate, Office Vibe, on a Onboarding, on a Skills, on a LMS, on a Pingboard. On en a 6. Quand même. Il y en a plusieurs, c'est difficile je ne me rappelais pas du compte, en fait. Puis il y en a beaucoup qui se sont rajoutés récemment, mais initialement, c'était ShareGate puis Office Vibe. Disons, ces deux marques-là, ces deux produits-là vous ont emmené où, en fait? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces deux produits-là? Ça fait longtemps. Ouais. Ça me fait vieillir un peu. Mais ShareGate, ça a été le premier. Fait lui, on l'a démarré en 2009. Fait que ça fait très, très, très longtemps. C'est quoi la question? Oui, ben en fait, j'étais curieux parce qu'il y en a qui étaient rajoutés récemment. Ça a été des acquisitions que vous avez fait avec Workleap. Mais ShareGate, Office Vibe, c'est des produits que vous avez... qui a bâti ultimement Workleap. C'est comme les produits qui nous ont mis au monde. C'est eux qui nous ont permis de devenir ce qu'on est aujourd'hui, principalement, qui nous ont aidés à faire notre transformation d'une entreprise de service à une entreprise de produits. C'est les produits, autant qu'on réussir des produits du premier coup, on n'a jamais réussi dans notre histoire, puis je pense pas qu'on va réussir dans le futur. Mais ces produits-là, c'est ceux, je crois, sur lesquels on s'est le plus fait mal, parce que c'était au moment où est-ce qu'on apprenait à faire du produit. Ouais. ShareGate, c'est parti de Sébastien Leduc, qui est un des cofondateurs, qui est venu au bureau, qui a dit « Hey, j'ai vu quelque chose, ça n'a pas de bon sens, il faut régler ça. » Puis on a juste fait comme « Go, on le fait. » C'était un produit qui est parti sur un coup de tête. Des jeunes qui voulaient... On cherchait toute raison de bâtir un produit, puis dès que tu en as une, tu sautes dessus. Fait qu'on on s'est lancé dans ce produit-là comme un peu sans vraiment savoir quoi faire et comment le faire. Puis on était une gang d'ingénieurs ensemble à bâtir du software. Pour d'autres clients, ultimement. Oui, mais quand tu mets trop d'ingénieurs dans la même pièce, tu finis par bâtir quelque chose qui te fait plaisir toi, parce que jouer avec la technologie, c'est ce qui est passionnant. Puis je continue d'être extrêmement passionné de faire ça. Mais quand tu le fais trop, tu te retrouves à ne pas bâtir un produit qui répond à un besoin dans le marché. Ouais. Fait qu'on s'est beaucoup égaré au lancement, au début de ShareGate. Puis on s'est retrouvé après 2 ans. T'sais, en 2009, on l'a mis en marché. 2 ans plus tard, on avait 4 clients, dont 2 qui étaient des clients de la division service qui l'avaient acheté pour nous faire plaisir. Fait que, puis les 2 autres, c'était des clients quelque part dans le monde qui, je crois, ne l'avaient jamais utilisé. Sûrement qu'ils l'ont acheté par erreur. Puis ils ne savaient sûrement pas où écrire pour avoir un remboursement. Fait qu'ils ont juste... C'était tellement pas cher qu'ils ont sûrement abandonné. Fait qu'on... Pendant 2 ans, on a pioché à bâtir un produit qui marchait tout simplement pas et qui ne réglait pas si bien que ça le problème. Fait que ça fait mal après 2 ans là, de jeter un produit sur lequel tu as tout mis. Puis vous aviez le service on the side encore à ce moment-là. Oui, le service, c'était... évidemment, on a démarré comme entreprise de service, puis on est toujours resté quand même petit. Là, on n'a jamais été 200 dans cette division-là. On était, je pense, à la toute fin, autour de 60 personnes à faire du service. On a toujours eu pas toujours. On a eu des très mauvais projets au début. On a accepté de faire n'importe quoi. Tu dis oui. Tu dis oui, puis tu charges vraiment pas cher. Notre premier mandat, c'était 15 $ de l'heure. Ouais. Comme consultant, là, juste pour vous donner une idée. Ouais, je pense qu'on était à peu près à 32, nous autres. Tu fais pas des grosses marges là-dessus. C'est ça. Fait qu'on... Mais ça paye plus que travailler au camp de jour. Fait.
C'est plus, on est prêt à tout pour apprendre et évoluer. Fait que le service, dans le cadre de notre transition produit, c'était un peu, non seulement ça fonctionnait, mais on s'est dit, c'est comme un filet de sûreté. Là. C'est comme une manière pour nous de se lancer dans les produits tout en sachant que si ça ne fonctionne pas, ben on peut se retourner vers le service. Puis autant que c'est un avantage, dans notre cas, ça l'a été beaucoup parce que ça nous a permis d'autofinancer la business au complet. Mais en même temps, c'est toujours une distraction parce qu'il y a toujours un nouveau projet qui rentre, toujours plus alléchant. Une urgence aussi d'un client. Tu as un gros client du Québec qui arrive. Hey, j'ai un projet pour vous. Tu as un projet de 5-6 personnes, temps plein pendant 1 an. Puis là, tu es comme, ben, j'ai pas ces personnes-là, mais j'ai des gens sur le produit. Est-ce que je les déplace temporairement? Là, quand tu te mets à faire ça, tu te retrouves à faire les choses à moitié. Puis j'ai rarement vu des produits qui ont réussi en se bâtissant sur le coin d'une table. Tu sais, les produits ont par défaut très peu de chances de réussir. Et si en plus, tu n'es pas complètement dévoué, committed à ton produit, honnêtement, à part si tu es très chanceux, c'est très rare d'y arriver. Fait que dans notre cas, on a été, je crois, assez disciplinés de faire vraiment la séparation entre les deux, puis on ne laissait pas les gens. Je disais toujours, là, pas de touristes dans les produits. Là. C'est comme, s'il y a quelqu'un qui est intermandat, ben, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais de là à toujours déplacer les gens, je voulais éviter de faire ça pour justement permettre à l'équipe de se concentrer à créer quelque chose qui est déjà difficile à faire à la base. Là. C'est vraiment nice. Puis justement, le portrait, tu parles d'à peu près une 60aine d'employés peut-être au service, là, mais je sais pas si en 2009 ça ressemblait à ça, mais disons, tu nous emmènes à 2011. C'est quoi le setup? Parce que là, ça fait 2 ans que ShareGate est lancé. T'as pas l'attraction que tu veux. T'as peut-être pas encore le bon produit, le bon fit pour le marché. C'est quoi un peu, comment tu as divisé ta compagnie de service versus produit? Là, on comprend que tu as isolé quelques personnes clés pour le produit. C'était-tu 2 personnes que tu as mis dans le produit? Comment tu as géré un peu ce risque-là à ce moment-là? On a... ce qui est arrivé après 2 ans, c'est qu'on a décidé de jeter à la poubelle le produit. Ah ouais. On peut appeler ça un pivot. Mais ici, on parle d'un pivot assez drastique, là, dans le sens que la règle que j'avais donnée à l'équipe, c'est pas le droit de faire de copy-paste de code. On peut s'inspirer de portions de code qu'on a fait, mais l'idée, c'était vraiment de repartir from the ground up, recommencer from scratch avec quelque chose qui était proche, mais quand même assez différent. Et c'était quoi le setup en nombre de personnes? C'est sûr que quand on l'a jeté à la poubelle, on s'est donné 3 mois pour retourner au marché. Et je pense que c'était dans le temps des fêtes en 2010. Fait que, 1er janvier 2011, on a fait un 3-4 mois jusqu'à 11 avril. Il y avait une conférence à Québec, conférence SharePoint. Et nous, c'était comme notre target. On a dit, on relance ShareGate à ce moment-là. Et si ma mémoire est bonne, on avait mis un peu plus de personnes pour ce blitz-là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la portion de service continuait d'opérer de manière assez isolée. Là. On avait les projets qui rentraient, puis on avait une équipe dédiée. On avait un setup. C'était comme 2 mondes parallèles dans la même entreprise. Et ouais, je te laisse... Ouais, bien, j'étais curieuse de savoir, c'était quoi les critères ou qu'est-ce qui vous a fait dire on ne peut pas repartir avec qu'est-ce qu'on a en ce moment avec ShareGate pour commencer complètement à zéro? J'imagine que dans les 2 années, vous avez appris beaucoup. Vous étiez capable de voir c'est quoi un bon produit qui est performant puis qui a les bonnes fonctionnalités, mais pourquoi devoir recommencer à zéro? L'erreur qu'on a fait, là, si je peux la résumer là, simplement, là, c'est qu'on a essayé de développer tous les boutons inimaginables dans un software et tous les boutons fonctionnaient à moitié. Okay. La deuxième mouture de ShareGate, c'était 1 ou 2 boutons qui fonctionnent très bien. Et un software qui est bien rempli qui a l'impression d'avoir beaucoup de features, ça donne un meilleur sentiment on dirait, d'accomplissement. Puis tu as l'impression que tu livres de la valeur à tes clients. Et l'apprentissage qu'on a eu, c'est avoir moins de features, mais qui font bien ce qu'ils sont supposés de faire.
tu vas peut-être adresser moins de besoins dans le marché, mais pour ceux qui ont ces besoins-là particuliers, tu vas faire un très, très, très bon job. Ça a fait en sorte que ShareGate n'a pas nécessairement explosé au moment qu'on l'a relancé, mais on a réussi à trouver des gens qui cherchaient exactement ça. Puis quand ils l'essayaient, ça fonctionnait du premier coup ou presque. Et on a vu des gens qui ont commencé à adhérer à ShareGate pour le peu que ShareGate faisait. Puis graduellement, on a rajouté des choses, puis ça a élargi notre audience. Puis de fil en aiguille, on est devenu un leader dans notre industrie. Puis on a quand même toujours travaillé très fort pour garder le produit très simple. Je pense que c'est beaucoup ce qui nous démarquait. On rivalisait contre des joueurs qui... c'était des grosses solutions. Là. Tu sais, c'est lourd. Des grosses solutions. Tu vas sur leur site web, les prix sont pas là. Faut que tu leur écrives, puis eux, ils vont sûrement regarder ton site web, voir si tu as l'air riche. Ils vont t'envoyer une quote en fonction de ça. Et nous, on est arrivé avec un produit qui avait un... Tu sais, on était très early. En 2011, on était beaucoup dans ce qu'on appelle le product-led growth. Fait qu'on avait un site web avec une transparence sur le pricing. Les gens pouvaient essayer d'eux-mêmes le produit sans même nous contacter. Ils pouvaient télécharger le produit. Ils l'essayaient pendant 14 jours. Ils pouvaient l'acheter d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne nous ont jamais parlé. Ils mettaient leur carte de crédit. Exact. Fait que c'était... on est arrivé aussi avec un modèle en subscription. Fait que, tu sais, ShareGate, initialement, c'était uniquement une app desktop. Tu installais sur ton ordinateur. On était à une époque où est-ce que le SaaS, c'était pas tant là, puis c'était web. Nous, on arrivait avec un outil desktop qui, historiquement, tu vendais une licence annuelle puis tu vendais du support à chaque année. Alors que nous, on est arrivé avec littéralement un produit, un mode par abonnement. Fait qu'on a coupé l'arbre sous le pied de notre compétition. On est arrivé avec un pricing extrêmement bas. Puis nous, on se disait, ben, assurons-nous de servir ces clients-là le plus longtemps possible. Au lieu de mettre la barrière à l'entrée très haute, avec un très gros prix, on va y aller avec un plus petit prix. On va s'assurer de travailler très longtemps avec ces clients-là. Et fait qu'on s'est retrouvé à devenir un peu les cool kids dans une industrie qui était quand même assez archaïque. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on était vraiment ignorés à l'époque. On était les fatigants un peu. Là. On allait dans les conférences. Tu sais, des conférences Microsoft, là, genre début 2000, 2010. C'était des conférences où est-ce que tout le monde est habillé propre, c'est quasiment la cravate, tout le monde est... Là, nous, on arrivait avec nos t-shirts, le monde arrivait au boot. Il y avait comme un esprit de jeunesse et c'est rafraîchissant, je pense, pour l'industrie. Puis les gens ont adhéré à ça, les gens ont aimé ça. Et tranquillement, pas vite, on est devenu très fatigant pour la compétition. Puis tranquillement, pas vite, on a pris notre place, puis on a vu des compétiteurs partir, se faire acquérir, disparaître carrément. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, on est 2-3 joueurs clés dans notre industrie où est-ce que ShareGate opère. Et fait que la stratégie a fonctionné. J'aimerais vous dire que tout ça a été écrit sur papier, prévu, planifié. Mais non. Non. Mais je suis curieux parce que là, tu parles du modèle d'affaires qui était assez révolutionnaire pour son temps. C'est quoi le pourcentage de... Je dirais pas pourcentage. C'est quoi l'impact de l'idée du produit? Parce que je vois plein de gens qui disent l'idée, c'est l'élément le plus critique de ta startup. Un software commence avec l'idée. Mais ça va être souvent des jeunes, des jeunes qui viennent nous voir avec des idées. Ils sont comme l'idée, j'ai besoin de signer un NDA, je veux pas en parler tant que c'est pas protégé. Mais, des idées secrètes. Exact. Des idées de génie secrètes que personne d'autre a jamais eues. C'est quoi un peu, pour le succès de ShareGate, l'élément de l'idée en soi? À quel point que c'est important versus, disons, l'exécution de ta team? Je comprends les gens, tu sais, les idées, on a toujours l'impression d'être unique avec nos idées, puis on aimerait l'être. Puis, je sais pas si je suis le seul, là, mais dans les débuts, quand on démarrait ShareGate et Office Vibe, on dirait que j'osais même pas googler ce qu'on faisait pour être sûr de penser qu'on était les seuls. J'étais comme, ah non, on est les seuls. Mais j'ai pas googlé pour voir parce que j'ai pas envie de le savoir puis j'ai envie de sentir que c'est unique. Qu'est-ce que quand on est jeune, on est un peu naïf comme ça. Mais
C'est rare en 2024, surtout qu'une idée n'a pas déjà été réfléchie et exécutée. Là. Fait que ces idées-là sont des idées vraiment uniques. J'ai pas la prétention que nous, on en a. Puis ça n'a jamais été notre... on n'a jamais eu la prétention d'être des inventeurs de choses complètement... On est allé dans des industries qui existaient, qui avaient déjà de la compétition. Puis on avait la prétention qu'on pouvait exécuter mieux. On était capable de faire des meilleures solutions. Puis nous, ça a toujours été comme taper sur la simplicité. Dans l'univers B2B, c'est beaucoup mieux maintenant, mais ça reste que quand on est uniquement dans notre echo chamber d'outils comme Slack, Miro, tous les Figma de ce monde, on a l'impression que tous les outils B2B sont exceptionnels comme ça, mais la majorité des outils B2B sont très archaïques, très difficiles à utiliser. Il y a une complexité qui est souvent... une simplicité qui est très négligée dans cet univers-là. Puis nous, on a toujours voulu miser sur ça pour se démarquer de la compétition. Et ça l'a... À date, ça l'a payé beaucoup. Et c'est un peu notre... C'est ce qu'on aime faire, tu sais. Puis je sais qu'il y a un modèle d'affaires aussi pour bâtir des solutions complexes. Il y a eu des succès mondiaux incroyables à faire des solutions qui ont de la complexité, qui vient du service, qui ont avec des prix de licence exorbitants. Comme, c'est fou. Il y a des modèles pour ça, puis ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup de place quand tu t'intéresses à la petite et moyenne entreprise. Il y a énormément de place pour vraiment amener de la simplicité et aider ces organisations-là à avoir plus de succès. Ils sont souvent un peu négligés, puis ils n'ont souvent pas les moyens d'avoir les experts pour les accompagner au quotidien pour utiliser ces grosses solutions qu'on voit un peu en B2B. Fait que d'avoir des solutions que les gens peuvent utiliser d'eux-mêmes, qui n'ont même pas besoin de t'appeler, qui sont capables de se rendre au outcome souhaité sans même avoir lu une documentation. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais d'arriver à faire des solutions qui font ça, c'est ce qui nous passionne. Qui ont une expérience utilisateur le plus seamless possible. Oui, puis c'est pas nécessairement des produits mémorables parce qu'il y a des confettis qui, quand tu l'utilises, mais des solutions que tu es comme, oh my God, j'ai réussi à faire ça en 3 clics. Comme un... Tu sais, ShareGate, c'était comme notre slogan, c'était « Just damn simple ». Puis la solution, on l'avait bâtie en... C'est comme, choisis ta source, choisis ta destination, drag and drop, done. Ça, on l'a tellement martelé que c'est devenu un peu... en fait, ShareGate est devenu un verbe chez beaucoup d'organisations. Là. ShareGate this there, ShareGate this... C'est devenu une skills dans LinkedIn. Ça, tu sais que t'es rendu à bonne place avec ton produit quand ta marque, ça devient un verbe. Ouais, c'est ça. Quand tu fais quelque chose que les gens peuvent facilement utiliser, puis tu te donnes une chance de rejoindre la masse. Puis ça a toujours été un peu un désir pour nous. Tu sais, rejoindre la masse d'un point de vue modèle d'affaires, c'est intéressant, plein de raisons. Mais rejoindre la masse, c'est aussi, pour moi, une espèce d'accomplissement de dire, ben j'ai des produits qui font du chemin, qui font le tour de la Terre, qui rejoignent des milliers de personnes. Je trouve qu'il y a quelque chose de on pourrait se dire, hey, on a 100 clients qui nous payent des millions par année, puis ça serait un bon modèle d'affaires. Mais j'aurais pas l'impression d'avoir l'impact que j'ai le goût d'avoir, parce que moi, c'est le volume qui m'intéresse. C'est des milliers d'organisations que je veux aider. Fait que quand c'est ça qui te fait triper, ben, il y a un modèle d'affaires qui accompagne ça, qui fait beaucoup de sens. Ça te permet d'avoir beaucoup de clients, ça te permet de pas chuter si tu perds un client. Il y a un peu plus de stabilité à ce niveau-là. Ça te permet de focusser sur la simplicité. Tu n'es pas obligé de supporter tous les cas hyper complexes parce que tu veux solutionner un problème que la masse n'a pas quelques personnes qui ont des cas d'exception. 100%. Il y a un truc qui me vient en tête, là, puis je connais pas bien ShareGate, mais est-ce que ShareGate est encore simple comme il était? Est-ce que la fonctionnalité, disons, que vous aviez en 2012 qui vous a fait décoller, est-ce que c'est encore la fonctionnalité que les gens vous connaissent?
pour. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions? Est-ce que les évolutions ont eu beaucoup d'impact? Ou c'est encore ce feature core-là de 2012-2011 qui vous en est jusqu'au point C'est une bonne question. C'est comme un couteau à double tranchant. Là, quand tu as du succès à faire une chose, puis tu te fais connaître pour cette chose-là, c'est dur après ça d'être autre chose que ça. Mm-hmm. Parce que tu deviens associé à quelque chose de très précis dans la tête des gens. Et ShareGate a été un peu victime de son succès parce qu'il a fait une chose très, très bien. Et c'est sûr qu'au fil des années, on a évolué vers beaucoup d'autres fonctionnalités, on supporte plein d'autres use cases. Mm-hmm. Mais oui, il y a la plupart de nos clients nous connaissent pour ce qui a fait notre succès initial. Ouais. Puis ce qui est aussi remarquable, c'est que ce succès initial-là continue de faire son chemin. Ouais, Autant que on a démarré avec on va aider des organisations à déplacer emplacement A à l'emplacement B. C'est basic comme ça. Après ça, on s'est retrouvé à déplacer des milliers d'organisations vers Office 365, qui est la nouvelle suite de productivité Microsoft. C'est là que la collaboration se passe maintenant, qui est devenue Microsoft 365 aujourd'hui. Puis nous, en fait, on l'avait développé pour SharePoint. Mais on a été chanceux. Microsoft ont réutilisé la même technologie pour bâtir leur cloud. Fait que notre tech, quand on l'a bâti, nous, on ne savait pas qu'ils s'en venaient avec ça. Fait qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à être la technologie à utiliser pour déplacer des quantités phénoménales d'informations vers le cloud. Et aujourd'hui, on devient un peu on est un enabler pour les organisations à utiliser ces outils modernes-là, cette nouvelle façon de travailler. Puis là, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le cloud Microsoft, tu as Copilot, il y a un gros partnership entre OpenAI et Microsoft. Et là, Copilot est en train de faire son chemin partout dans l'écosystème Microsoft. Et Copilot, ça utilise le contenu, ça utilise qu'est-ce que nous, on a aidé les organisations à déplacer. Fait qu'il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on peut accompagner les clients à travers cette transformation-là. Fait que le périple ShareGate continue de se dessiner, de se faire, et on a encore un horizon qui est comme où est-ce qu'il y a pas de la place. Là. C'est vraiment ça, c'est un produit. Puis évidemment, on a tout le reste de l'écosystème Workleap qui... Oui, bien sûr. Oui, ouais, c'est ça faisait partie de mes questions. Je voulais revenir un peu sur l'éventail de produits que vous avez, mais est-ce que tu dirais que ShareGate, c'est ton produit préféré parmi les 6? Non. C'est comme un enfant, Virginie. C'est dur à choisir. Ah non, je suis capable. C'est ShareGate, ça a été le premier produit sur lequel j'ai tout donné pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Puis il y a plein de gens qui se sont joints à ce projet-là pour l'amener où est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais tu sais, moi, ShareGate, ça a été réflexion produit, design produit. Ça a été faire du support, faire des ventes, faire des conférences. J'ai tout fait les tâches qui peuvent venir avec comment tu runs une startup, mais je l'ai tout fait. Puis j'ai fait à peu près toutes les erreurs que tu peux faire quand tu le fais. Fait que ça a été très formateur. Ça a été le saut dans l'univers produit. C'est ce que l'histoire, l'espèce d'amour que j'ai à bâtir du produit vient de ce que j'ai vécu avec ShareGate. Puis aujourd'hui, j'ai toujours une grande fierté parce que ça n'a pas de bon sens ce que c'est devenu. C'est comme... nous, on peux pas comprendre. Dans le sens qu'on souhaitait que ça soit un succès. Puis je dois avouer que quand on les a lancés, les produits, j'ai toujours été un peu statique sur... Ouais, ça va-tu vraiment marcher? Mais tu sais, on le fait pareil, puis on verra. Puis les on verra nous ont amenés à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais non, pas mon préféré. Non, je peux pas dire ça. Okay. Mais comment c'est structuré vos équipes justement pour chaque produit? Est-ce que vous avez comme une équipe de direction complète par produit ou c'est des directeurs qui travaillent sur plusieurs produits en même temps? Comment ça fonctionne? On a, au début, revenons d'où on vient. Là, on faisait du service, on a démarré les produits. ShareGate a été le premier. Ensuite, par le hasard de la vie, on s'est dit on se lance dans Office Vibe. Fait qu'on s'est retrouvé à avoir deux produits qui... Quand on a lancé Office Vibe, en passant, ShareGate n'était pas encore un succès. C'est probablement ce qui nous a
donner peut-être le courage de le lancer puis de dire, au pire, ça sera pas ShareGate, ça sera autre chose, mais tu essayes des choses. Et finalement, les deux ont eu du succès. Fait qu'on s'est retrouvés pendant plusieurs années avec ShareGate et Office Vibe un peu comme des entités un peu indépendantes. Et je pense que c'est arrivé naturellement. Ça s'est fait comme ça parce que quand tu bâtis un produit, c'est comme une start-up, tu n'as pas le temps de penser à ta structure organisationnelle. Tu sais même pas si ça va fonctionner. Fait que tu y vas au jour le jour. Puis avec le temps, on s'est retrouvé avec 2 entités complètement autonomes, chacun avec leurs outils technologiques, leur stack technologique, chacun avec leurs outils de marketing, chacun avec leurs outils de vente. Vraiment des mondes séparés. Là. Et depuis quelques années, on a vraiment ramené ça. On a fait un changement organisationnel. On est plus par fonction maintenant. Fait que les produits, avec Workleap, on va encore plus loin. Là. C'est tout sous la même plateforme. Mais on a fait un peu la cassure il y a peut-être 3-4 ans, où est-ce qu'on est passé de Gsoft avec quasiment 2 holdings à Gsoft fonctionnel. Fait que t'as marketing, vente, produits et toutes les autres fonctions. Et sous ce leadership-là de chacune des fonctions, tu as des équipes, des fois, qui font les deux. Des fois, tu as des équipes spécifiques. Là. Quand tu fais des features spécifiques à ShareGate, tu as une squad vraiment dédiée pour un produit. Mais on a vraiment... L'idée, c'était de rassembler tout le monde autour un peu de mission commune, autour de Workleap, autour de Gsoft à l'époque. Et... à quel point c'est tough, ça? T'es justement passé de 2 entités, 2 équipes, des stacks différents, à dire un moment donné qu'il faut qu'on commence à se rapprocher un peu. Là. C'était tough de ne pas l'avoir fait. Ça nous a... Tu sais, en termes d'efficacité comme organisation, c'était catastrophique. Là. Chez nous, mais encore aujourd'hui, on a un HubSpot puis on a un Salesforce. Parce que chacun des produits a choisi son CRM parce qu'on ne pensait pas à ces choses-là quand on a fait ces choix-là. Puis c'était tellement séparé, tellement 2 univers. Fait qu'en termes de coût d'efficacité, c'est quand même élevé. Fait que de ramener ça un peu sous une vision plus commune, ça fait aujourd'hui qu'on a des gains quand même d'efficacité. Puis je dis à l'équipe, on ne réinventera pas la roue, là, on va en inventer une, puis elle va être celle auquel on croit le plus, puis ça sera celle qu'on va utiliser partout. Là. Fait que c'est... je pense que ça fait partie des peines de croissance. T'es dans le feu de l'action, puis tu reportes des choses à plus tard, puis let's go. T'arrives 5 ans, 10 ans plus tard, tu fais comme « Oh my God! » Puis là, tu regardes aujourd'hui aussi, vous faites des acquisitions. Fait que ça, cette peine-là de commencer à dire tu rentres d'autres organisations que eux aussi n'ont pas choisi. Eux, ils ont Salesforce là, comme CRM. Puis là, il faut que tu rentres sous le même chapeau. À quel point que c'est des gros défis, les acquisitions? Maintenant qu'on le fait pour nous, on est passé un peu à travers ce chemin-là d'intégrer la business sous une forme. On a comme un playbook maintenant pour le faire avec des acquisitions. Mais c'est sûr que quand tu fais des acquisitions, il faut que tu acceptes que tu vas te retrouver avec une stack technologique qui n'est peut-être pas la même, avec des outils qui sont différents. Fait qu'il faut que tu développes l'expertise de ramener ça. Certains outils, tu vas les ramener ensemble, puis d'autres, en termes de... Je ne sais pas si tu utilises des langages de programmation différents, mais peut-être c'est une bonne raison d'amener plus de variété en termes de technologie dans l'entreprise. Tu sais, nous, pendant longtemps, c'était comme... On était comme Microsoft, la stack Microsoft, puis à un certain point, je pense qu'on s'est demandé pourquoi donc? Dans le sens que c'est comme, prenons la tech qu'on a besoin pour nos besoins, puis d'être capable d'accepter, d'accueillir cette variété-là en termes de peut-être d'outils ou de technologie, ça fait partie des habiletés qu'on doit développer. Ouais. On pense à des... moi, je suis un grand fan de Atlassian. Ils ont une histoire quand même impressionnante, vraiment, qui ressemble à bien des égards à la nôtre.
Puis eux, ils ont eu du succès à travers des acquisitions. Fait que quand tu te promènes dans Atlassian, tu le sens. Puis tu fais que... C'est sûr que c'est pas toujours très beau. Surtout si tu vas dans la section administration derrière Atlassian. Mais ça reste que... Quel exploit de faire ça. Là. Quel exploit de ramener ces outils-là ensemble. Puis ça se parle. Puis ça se passe, ça fonctionne. Puis c'est utilisé par 100 000 et plus organisations. C'est ça être une entreprise technologique. Tu peux pas... moi, pendant longtemps, je voulais pas faire d'acquisition parce que j'avais donc envie qu'on bâtisse tout nous-mêmes. J'avais l'impression que ça allait nous permettre de créer un écosystème plus sain, plus en ordre. Ça reste que ce que j'ai compris dans les dernières années, c'est que ce désordre, ce chaos fait partie de ce que c'est une entreprise technologique. La tech, c'est pas toujours droit, c'est pas toujours... l'imperfection fait partie un peu de ce que c'est faire de la tech. Des fois, c'est dirty. Là. Des fois, il faut que tu mettes les mains dans le bout, puis tu remets ça droit. Puis les meilleurs sont ceux qui vont réussir à remettre ça droit et faire fonctionner plein de technologies ensemble pour créer des expériences qui règlent des problèmes dans le marché. Puis, quand tu regardes tes acquisitions, là, tu parlais tantôt d'une des compagnies qui est un organigramme, par exemple. Ouais. C'est un concept que tu peux comprendre, puis j'imagine ton équipe aurait pu regarder puis dire « Hey, si on pourrait te bâtir ça donne-nous 6 mois, puis on est up and running. » Pourquoi faire l'acquisition d'une compagnie qui a un produit simple comme ça? Puis là, je veux pas trop le simplifier, mais tout le temps, le dilemme entre construire versus acheter, pour vous, comment qui se balance présentement? Pourquoi que tu es plus dans le mode on achète versus on bâtit? C'est... Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Parce que tout se débat. Tu peux tout débattre à ce niveau-là. Est-ce que tu... Parce que quand on fait une acquisition, il ne faut pas le voir juste sur le produit. Il faut le voir aussi sur l'entreprise qu'on achète, sur est-ce qu'il y a des clients qui viennent avec cette entreprise-là? Est-ce qu'il y a de la loyauté dans ces clients-là? Est-ce qu'il y a des industries qu'on ne touche pas aujourd'hui? Fait qu'une acquisition, ça vient avec c'est multidimensionnel dans ce que ça peut amener à ton entreprise. Fait que si tu le vois juste d'un point de vue code, ben c'est sûr que si on se met tout le monde à recréer, copier exactement quelque chose d'autre, on peut y arriver assez vite. Puis c'est encore drôle. C'est dur de faire du software. Là. Même du software simple, c'est compliqué. Puis ça vient toujours avec il y a toujours des défis, peu importe ce que tu entreprends. Mais à la fin de ton 6 mois, tu as combien de clients? Tu n'en as aucun. Quand tu achètes une entreprise qui arrive avec des millions de revenus, des milliers de clients, un produit qui a été bien bâti, une équipe qui a une bonne expertise, un fit assez naturel, tu te dis, OK, là, je viens d'accélérer mon entreprise. Puis c'est sûr qu'en technologie, ben, c'est toujours une question de les multiples. C'est moins le cas maintenant, mais il y a déjà eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les multiples étaient déraisonnables. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est retrouvé dans on est dans un marché qui est beaucoup plus healthy en termes de ce qu'on peut acheter. Mais la tech, ça va toujours rester quand même assez cher quand tu fais des acquisitions. Fait que c'est un passé bien avant chaque acquisition. Il faut que tu aies un plan de match, faut que tu vois des opportunités de synergie avec ce que tu achètes et ce que tu as déjà. Il faut que tu réussisses à faire des hypothèses pour justifier de payer un prix important. Fait que, tu payes un premium, là. Oui, mais bien exécuté. Tu sais, si on apprend à bien le faire, là, puis là, aujourd'hui, on a la plateforme Workly, fait qu'on est sur le point de lancer tous nos produits au sein d'une même expérience. En ce moment, là, si vous voulez essayer nos produits, là, c'est des produits séparés. Fait que vous allez sur ces différents sign-up, une configuration complète par produit. Puis là, on est en train de faire un passage à une seule plateforme où est-ce que tous nos produits sont activés. Tu configures ton entreprise une fois, puis tu as accès à tous les produits. Un genre de HubSpot, mais... Un genre d'Atlassian, HubSpot. Tu vas Jira, tu vas avoir... Fait que là, aujourd'hui, on a, en termes d'acquisition, ben maintenant, la différence avec
le avant et le après, c'est que maintenant qu'on va faire une acquisition, on va savoir exactement où le produit va se retrouver. On va avoir un chemin tracé très clair sur de l'acquisition, du jour de l'acquisition, de l'annonce jusqu'à moment d'intégration où est-ce que nos clients peuvent commencer à bénéficier de la pleine valeur de cette acquisition-là. Fait que le cookbook, pour faire ça, c'est ça qu'il faut développer puis être très, très bon à le faire. Puis si on est bon à le faire, je pense que ça va venir justifier ces investissements-là qu'on fait. C'est quoi la timeline, justement, pour que tout ça soit rassemblé au même endroit? Ça se passe cette année. Ah oui. Fait qu'on devrait, le début, on devrait voir du mouvement dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'on y va progressivement. On veut s'assurer là, que ça se passe bien. Mais fait que c'est un gros ménage là, pour nous juste en termes d'expérience. Puis, tu sais, moi, c'est fou. Tu parles à un client, tu lui dis hey, vous êtes client d'Office Vibe, ben, ça vous tente-tu d'essayer tel autre produit? Puis là, c'est comme attends, faut que je fasse quoi pour l'essayer? Faut que tu ailles sur tel autre site web, puis tu fasses un sign-up. C'est comme hey, Simon, je vous aime beaucoup, mais j'ai pas le temps. Trop compliqué. Fait qu'on va refaire ça plus tard. Fait qu'autant que on a des clients qui nous aiment beaucoup, autant que je pense que on arrivait un peu à la limite de ce qu'on pouvait leur demander. Fait que là, de créer ça, pour nous, c'est un peu de remettre je pense que ça va nous permettre de donner plus de valeur à nos clients sans leur donner plus de troubles. Et encore d'optimiser l'expérience utilisateur pour fidéliser les clients puis leur vendre, pas vendre, mais leur faire utiliser plus de produits Workleap. Ouais. C'est comme pour nous, c'est un gros reset. Ça nous force à travailler ensemble comme organisation. Parce que quand tes produits sont tous séparés, tu travailles ensemble parce que tu partages certaines choses, mais ça reste que tu n'es pas obligé de bien travailler ensemble. Là, aujourd'hui, on est tous dans la même coquille. On est obligé de développer des choses qui vont nous faire en sorte que cette coquille-là va toujours être belle, fonctionnelle. Fait qu'on on a longtemps parlé on parlait du One G-Soft dans le temps, parce qu'on a toujours eu ce problème-là de la division service, de ShareGate, Office Vibe, puis là, on voulait que les gens soient rassemblés. Puis là, aujourd'hui, la vision Workleap nous permet de travailler ensemble pour de vrai. Puis, à quel point qu'il faut que tu trouves un élément qui rassemble tous ces produits-là? Parce que je comprends le chapeau, disons, Workleap, mais nous qui utilisons Office Vibe, ShareGate, à mes yeux, à ma compréhension, c'est un produit qui est assez éloigné là, en termes de fonction. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a dû avoir beaucoup de travail pour trouver des éléments qui conduisent un peu tous ces différents produits-là sous le même chapeau? Ben, ShareGate, il ne sera pas intégré jour 1. OK. Mais c'est sûr que quand on pense expérience employée, il y a une tendance à voir ça comme outil RH, l'expérience employée. Ça reste qu'aujourd'hui, notre réalité de travail, c'est que le monde hybride est devenu un nouveau standard. Les outils technologiques font partie de notre vie depuis longtemps, mais spécialement depuis quelques années, collaborer à travers dans l'univers virtuel, dans le monde numérique, est devenu un incontournable pour pas mal toutes les entreprises de la Terre. Fait que le volet technologique, le volet IT, pour moi, est une variable encore plus importante dans l'expérience employée. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Workleap? Ça ne veut pas dire que dans le même menu, je vais te sacrer les deux produits un à côté de l'autre. Mais je suis capable de créer une expérience IT dans la même coquille. Un peu comme... il y a d'autres solutions que je nommerai pas nécessairement là, mais c'est... dans notre cas, on n'a pas de... Juste pour le gain de travailler au même endroit, dans la même coquille, c'est déjà un gain d'efficacité pour nous à l'interne. Puis pour nos clients, il y a des nouveaux produits qu'on imagine dans le futur qui vont pouvoir commencer à connecter les dots ensemble entre ce qu'on a tendance à voir uniquement RH puis ce qu'on voit uniquement IT. Ouais. Pensons à quand on fait de l'accueil-intégration d'employés. Ben oui, il faut s'asseoir, faire des one-on-one, rencontrer des gens. Il y a plein de choses, disons plus, humaines. Mais il faut aussi que tu donnes accès, les bons accès aux bons outils, donner les bonnes permissions.
faut que ton ordinateur se rende chez vous. Il y a plein de morceaux, d'éléments technologiques qui font partie d'une bonne expérience employée. Et ça, c'est ce qu'on essaie de résoudre. Fait qu'il ne faut pas le voir ShareGate, il faut le voir plus le volet IT, le volet tech, comment on peut l'intégrer pour soulever l'expérience employée encore plus. Fait que les deux vont vivre ensemble. De quelle façon exactement? Je laisse le futur nous le dire, mais j'ai pas de... Ça sera l'équipe à trouver la meilleure façon de le présenter à nos clients. Ouais, c'est très cool. Puis ton quotidien, si tu permets, Virge, là, évidemment, tu parles d'acquisition. Je sais pas à quel point ton temps est splitté entre, disons, regarder sur, réunir les produits sous la bannière Workleap, entre faire des acquisitions. Puis, je me souviens même dans la conférence que j'ai assistée il y a quelques semaines, tu parlais de retourner un peu à la planche à dessiner puis penser à des idées de produits qui étaient un autre aspect de ta job que tu as beaucoup aimé. Comment est-ce que tu gères ton temps? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ben aujourd'hui, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai embauché Martin, qui est le président. Et ça m'a permis de sortir des opérations. Disons, quand tu pars d'une entreprise de 3 personnes, puis tu deviens, aujourd'hui on est pas loin de 500, ton rôle change beaucoup. Mm-hmm. Puis, pendant très longtemps, j'ai réussi à garder la tête dans les produits parce que c'est ce qui me passionnait et je crois que c'est là que j'avais le plus d'impact. Et à un certain point, l'entreprise a quand même pris une certaine ampleur. Puis là, je me suis éloigné de ce que j'aimais faire le plus et la chose sur laquelle je crois que j'avais le plus d'impact. Fait que c'est devenu évident pour moi que je devais aller chercher quelqu'un pour m'aider à soutenir les opérations. Puis Martin, ben, ça a été un peu le hasard de la vie. C'est un consultant qui était venu nous aider. On s'est entendu super bien. Je l'ai invité à être sur notre comité aviseur, puis il m'a juste dit pourquoi on ne travaille pas ensemble à la place. J'ai fait, hey, bonne idée. Puis quelques emails plus tard et une bière ensemble, puis on s'est entendu sur hey, on travaille ensemble. Et depuis ce temps-là, ben moi, c'est sûr que je continue de porter la vision, je continue de m'assurer que la stratégie plus high level d'entreprise, comment on fait les choses, comment on gagne dans notre univers, je le porte encore beaucoup. Et ce qui m'occupe au quotidien, c'est tout ce qui est développement de nouveaux produits. Fait que c'est une autre routine depuis quelques années que j'aime beaucoup. Je me retrouve un peu où est-ce que j'étais quand on démarrait ShareGate ou Office Vibe. C'est inconfortable, c'est rushant, c'est dur. Parce que les victoires sont pas aussi faciles, même après 18 ans. Même quand tu l'as déjà fait, c'est toujours aussi difficile. Tu as certainement j'ai appris bien des erreurs de comment bâtir du produit, mais ça reste que chaque produit est une ascension d'une nouvelle montagne à chaque fois avec des nouveaux obstacles. Fait qu'aujourd'hui, je réapprends un peu tout ce que j'ai déjà fait dans le passé. Puis, c'est ce que j'aimerais un peu laisser comme le leg que je veux laisser à cette entreprise-là, c'est sa capacité de se réinventer. Ça fait 18 ans. Là. Je vais continuer à être là encore longtemps. Mais mettons, je sais pas, là, j'ai 38 ans. Je pense pas. À 60 ans, ça se peut que je sois encore là, mais ça va commencer à faire un bout. Le jour que je vais dire, hey, je prends un break, j'aimerais ça avoir laissé savoir que l'entreprise, elle peut se réinventer, puis elle peut continuer parce qu'on a trouvé un peu notre... L'affaire, c'est que tu peux jamais réutiliser la même recette qui t'a mis au monde, mais là, c'est de trouver la recette qui n'est pas précise, mais assez claire pour... Hey, c'est comme ça que Workleap va rester pertinente pendant les 20 prochaines années. Ça, c'est un peu mon quest en ce moment. Mais c'est sûr que dans le quotidien, là, on est en train de bâtir de nouveaux produits. Cette année, on monte le niveau de l'ambition à un tout autre niveau. Et au courant de l'année, c'est sûr que
on devrait sortir avec des nouvelles choses qui vont, je crois, faire du chemin. C'est très cool. Très inspirant. Nice. Ouais. Et, Les chances là-dedans. Oui, mais c'était sur cette note inspirante, je passerais peut-être au dernier segment, qui Sure, est la let's go. question dans le chapeau. Fait que tu piges une question dans une magnifique tuque Third Bridge, puis si tu réponds adéquatement, on va te donner la tuque. Tu auras la chance de la porter. Oh boy. All right. OK. Bonne chance. Rien de trop tricky. Peux-tu nous parler de ton projet de boulangerie? Yes. Nice. Yes. Ouais. C'est pas vraiment moi qui va rouler la boulangerie, là. Mais j'ai déménagé dans un village qui s'appelle Austin. Austin, c'est un petit village. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Austin, là. C'est assez tranquille. Et depuis quelques années, il y a Dominique Labelle qui a ouvert les Parcelles, qui est comme un genre de table champêtre. Tu manges de la pizza puis des légumes dans un jardin avec la vue sur le lac Memphremagog. Et puis je suis devenu un des clients les plus récurrents. Littéralement, tous les jours du week-end, on est là avec les enfants parce que c'est incroyable. Et on s'est liés d'amitié. Et récemment, on a décidé de lancer les Parcelles Magog. Fait qu'on construit une boulangerie-pizzeria à Magog, à côté du Bleu-Lavande. Ça devrait ouvrir l'année prochaine. Puis l'idée, c'est de faire le meilleur pain ever. Rien de moins. C'est ce que tu Rien disais, moins. il fallait compétitionner avec la West Coast. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un des meilleurs pains en Amérique. C'est quoi les critères pour faire le meilleur pain? Là-dessus, vous devriez inviter Dominique à votre podcast. Parler de pain. Une autre industrie, mais hyper intéressante. Mais lui va pouvoir vous en parler. Moi, je suis plus un passionné de pain et pizza, mais je laisse les experts. Puis à quel point il va y avoir de la tech dans la boulangerie? Je pense que j'amène un petit côté Ouais. efficacité. Nice. On va y aller très technologique. Puis on n'est pas. Tu sais, souvent, là, quand tu es dans des trucs plus artistiques, ben, c'est artistique? Non, c'est pas le terme. Ben, c'est de l'artisanat. Artisanat, peut-être. Mais quand tu fais ces choses-là, tu as des gens, des fois, qui sont plus. On va tout faire à la main. Puis le focus qu'on a, c'est plus sur la qualité des ingrédients. Puis le reste, on utilise des technologies, des bonnes techs pour être sûr d'amener l'efficacité qu'on a besoin. Surtout dans un univers où est-ce que embaucher des gens, c'est pas toujours évident. Mhm. Fait qu'il faut amener de l'efficacité si on veut quelque chose qui dure dans le temps. On veut vraiment bâtir quelque chose de mythique. C'est un projet qui a commencé vraiment comme une joke. C'était quasiment comme... Dominique m'a envoyé un texto en me disant « Hey, ça serait fou en faire une boulangerie sur ce terrain-là. » Puis, quelques temps après, je lui ai écrit, j'ai dit « Ben, je l'ai acheté. Let's do it. » T'es comme, t'es sérieux? Genre, ouais. Fait que je le laisse faire sa magie. C'est lui et son équipe qui vont... moi, je suis plus... je suis là pour cheer up, puis Profiter du pain. profiter du pain, De la pizza, cool. accompagner, mais ouais. Un rendez-vous en 2025. Absolument, j'invite tout le monde. Ça va être quelque chose. Très cool. Merci, Simon. Merci, Simon. Fait Merci que, de l'invitation. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. All right. Est-ce que tu as une plug à faire? Est-ce qu'on va te suivre sur les réseaux? On suit LinkedIn, sur Workleap sur LinkedIn. Oui, on est actif sur LinkedIn. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur LinkedIn. Je fais mon possible pour répondre. Je réponds Et pas bon. toujours. Là. Je travaille, tu sais, c'est exigeant, mais je fais mon possible. Fait que n'hésitez pas à m'écrire. Puis, that's it. All All right, merci. Merci.